Chapitre 7. Récit de Jean-Michel Eichen, 44 ans, écrivain. François m'avait prévenu. Tu veux du calme? J'ai exactement ce qu'il te faut. Et par-dessus le marché, c'est un pavillon d'une beauté fulgurante. Il appartenait à mon arrière-grand-tante. Elle y est morte il y a 6 mois. Tu ne crains pas les fantômes? Bien. Alors, je te décris en gros. Depuis la salle à manger, au décor un peu chargé peut-être, mais que tu adoreras si tu apprécies les dominantes marron, tu jouiras d'une vue imprenable sur le stade municipal. Entraînement tous les mercredis, match un dimanche sur 2. La cuisine, merci Formica, donne sur les pavillons voisins. Tu n'es pas sujet à la dépression? Parfait. La chambre maintenant. Le papier peint représente des scènes de chasse avec beaucoup de faisans, si je me souviens bien. Il y en a aussi au plafond d'ailleurs. Voilà. Ah oui, le téléphone est coupé et il n'y a pas de téléviseur. Si tu as des problèmes, la gendarmerie est à 200 mètres. Excitant, non? Et un dernier détail puisque tu persistes à ne pas vouloir prendre ta voiture. Le premier cinéma est à 48 km. Pour y aller, tu as 2 cars. Je crois me rappeler que le premier passe vers 6h30 du matin. Toujours partant? Bien sûr que j'étais partant, plus que jamais. Ce pavillon perdu au fin fond de la Dordogne, c'était pour moi le paradis sur terre. Le lieu idéal où j'allais enfin pouvoir écrire. Écrire le matin, le soir, la nuit, sans être jamais dérangé. Écrire jusqu'à ce que les yeux me fassent mal, jusqu'à en être courbattu. J'ai remercié François et 2 jours plus tard, je sautai dans le train pour Limoges avec la jubilation d'un enfant qui va découvrir la mer. Comble du bonheur, c'était au début du mois de novembre. Vous vous rappelez sûrement ces semaines de froid et de pluie qu'on a eues à l'époque. Tout le monde s'en est plaint, sauf moi, pour la bonne raison que je n'aime pas la chaleur, ni le soleil. Il brûle les yeux et rend futile. Et surtout, il m'empêche de travailler. J'aurais dû naître en Islande, en Lettonie, dans un de ces pays où il fait nuit à 16h. Enfin, j'imagine. Bref, aussitôt arrivé dans mon petit paradis, j'ai sauté avec délice dans les pantoufles de la stante bidule, installé mon bureau sur la table de la salle à manger et j'ai commencé à écrire. Ça s'est passé dans la nuit du 7 au 8 novembre. J'étais dans le pavillon depuis 3 jours donc. Il était 3h du matin environ. J'avais travaillé avec bonheur jusque-là et je m'offrais un petit casse-croûte dans la cuisine. Le plaisir des dieux. Un reste de poulet mayonnaise et une bière tranquille peinard avec le sentiment d'avoir fait du bon boulot. Mon roman avait drôlement bien démarré. Un petit voleur de grande surface qui tombe amoureux d'une caissière. C'est l'été, la canicule, au bord de la mer quelque part en Normandie. Plus j'avançais dans l'histoire et plus je le voyais ce petit gars, plus je l'aimais. En écrivant, parfois, j'en étais émue aux larmes. Donc, je termine mon festin, et en traversant la salle à manger pour aller me coucher, je jette machinalement un coup d'œil sur le Parc des Princes en dessous. D'abord, je me demande si j'ai la berlue ou quoi. Je vois des espèces de pantins désarticulés qui cavalent sur la pelouse et se cassent la figure tous les 3 pas. Alors là, je me suis dit, il y a 2 possibilités. Ou tu es complètement paf après une seule bière, ou bien l'équipe locale a perdu dimanche son 12e match d'affilée et elle s'entraîne désormais la nuit pour échapper à la honte. Je me colle le nez contre la vitre et j'essaie de mieux voir. Il me semble que les silhouettes disparaissent là-bas sous les tribunes du stade. Bizarre, vous avez dit bizarre? Je me tire une chaise sous les fesses et j'attends la suite des événements. Un poids lourd est stationné sur le parking de la gendarmerie. Le moteur tourne un peu, puis s'arrête. Le faisceau d'une lampe de poche balaye les alentours du camion, fouille le fossé en particulier, puis s'éteint. Rien ne bouge du côté des gradins. C'est le calme plat et la tempête sous mon crâne. Appeler la gendarmerie? Il n'y a pas de téléphone dans mon palace. Y aller? Pour dire quoi? Ils sont là, comme à Guignol. Ils sont là qui d'abord? Apparemment, il y a un chasseur et des lapins dans cette histoire. Et que voulez-vous? Dans ce cas de figure, j'ai toujours un faible pour les lapins. Un quart d'heure s'écoule comme ça, puis le poids lourd se démarre et s'en va. Ils n'attendaient que ça, mes lapins.
et les voilà qui pointent le bout de leurs oreilles. J'en compte 1, 2, 3, 6. Cette fois, ils ne courent plus. Ils progressent à la queue leu-leu, le long de la ligne de touche. Mais qu'est-ce qu'ils serrent tous comme ça contre leur poitrine? Je finis par les distinguer assez pour m'en rendre compte et là, stupeur. Ce sont leurs habits. Ils sont à moitié nus. Dehors, il ne fait pas 5 degrés et ils sont à moitié nus. Ce sont des garçons de 12 ou 13 ans, maigres comme des chats de gouttière. À 30 mètres de distance, on leur compterait les côtes. Voilà qu'ils s'avancent tout droit dans ma direction et s'arrêtent juste sous ma fenêtre. On reste un moment comme ça. Eux transitent froid, l'air désemparé, moi immobile derrière le rideau. Je vais pour ouvrir quand mon regard tombe sur un détail. Et là, c'est le coup de grâce. Figurez-vous que le dernier garçon, le plus grand semble-t-il, porte un tout petit enfant dans ses bras. Il l'a enroulé dans un pull et on voit la grosse tête ronde qui dépasse. Soudain, le mioche dégage un de ses bras, pointe son index devant lui et aussitôt tout se démarque en un seul homme dans la direction indiquée. J'ai connu pas mal de petits-enfants dans ma vie, mais avec une autorité pareille, j'avoue que c'était la première fois. Je fonce dans la cuisine pour ne pas les perdre de vue et je retrouve ma fine équipe derrière le pavillon des voisins. Au bas d'une porte de service, il y a une chatière. Le môme se fait déposer là et entreprend de se faufiler à l'intérieur. Pas de problème jusqu'aux fesses, mais ensuite il a beau gigoter, rien à faire, ça ne passe plus. Un des garçons essaie de le pousser et reçoit un coup de talon dans la figure. Les autres regardent sans rire. Sans rire. Ça m'a frappé, ça. Finalement, le petit ressort se retourne, passe ses jambes d'abord et disparaît aussitôt à l'intérieur. Au bout de quelques secondes, la porte s'ouvre. Ils entrent tous très vite, sans bousculade. À peine sont-ils dedans que la pluie redouble. Mes yeux restent accrochés à la porte. Mon petit voleur amoureux est à des années-lumière.